Hello, hello! C'est un épisode spécial, alors c'est une intro spéciale. Cette semaine, le podcast a 1 an. Ouais, je sais, incroyable. Bon, surtout pour moi. Alors merci. 38 épisodes plus tard et quasiment 1 million d'écoutes cumulées. Je voulais vous dire à quel point je suis touchée par votre investissement autour de ce podcast. J'ai commencé juste pour faire connaître ce mot, la matrescence, et déculpabiliser les mères. Et aujourd'hui, ce podcast est tellement plus que ça grâce à vous. Alors cette interlude sentimentale est finie. On passe à la vraie intro. Bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode numéro 38 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must, à mettre 5 étoiles. Pour ce 38e épisode, j'étais obligée de demander à ma première invitée de venir m'accompagner pour passer ce cap. Marie Cao est interprète en langue des signes et aujourd'hui autrice du grand guide des signes avec bébé. Marie s'est prêtée au jeu sans hésitation il y a 1 an et je crois, avec plaisir cette fois-ci. On a beaucoup évoqué les changements, les évolutions que Marie a opérées dans sa maternité, la fusion qu'elle a ressentie avec sa fille et dont elle arrive à se défaire tranquillement aujourd'hui. On a aussi parlé de June, son bébé arc-en-ciel, décédé à ses 5 mois de grossesse et qui s'est révélé être le point de départ de magnifiques choses dans sa vie. C'est difficile de parler de deuil périnatal, mais Marie le fait de manière extrêmement belle. Aujourd'hui, Marie attend un autre enfant dans un état d'esprit beaucoup plus serein et ça se sent. 1 an après, on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marie. Salut Clémentine. La boucle est bouclée. Je suis extrêmement fière de me dire que il y a 1 an, tu as accepté mon invitation. Tu savais pas qui j'étais, tu savais pas ce que je faisais, tu savais pas du tout ce que c'était la matrescence et tu m'as dit ouais, ok, vas-y, viens. et ça a été le point de départ pour moi de mon podcast. Donc tu es une des grandes raisons du succès aujourd'hui de ce podcast. Vraiment, je te le dis. Donc un grand merci en vrai. Et je voulais savoir depuis que tu as appris ce mot, la matrescence, est-ce que ça a fait quelque chose pour toi? Ça a changé beaucoup de choses. Ça a posé un mot, en fait, sur tout ce que j'ai ressenti au moment de la naissance et les mois qui ont suivi. Et ça a aussi eu un impact sur ma manière d'en parler et d'informer finalement les autres parents sur les réseaux sociaux, sur tous les contenus que j'ai pu sortir aussi, poser des mots. C'était hyper important et ça a échangé quand même beaucoup de choses. Et tu t'en es rendu compte tout de suite pendant que je t'en parlais dans le podcast ou c'est juste après où t'as dit « Ah ouais, en fait, je comprends maintenant ». Pendant le podcast, en fait, le fait de poser un mot, ça a été libérateur. Ça a enlevé un poids. Il y avait finalement une explication à tous ces changements, à toute cette chose par laquelle on est submergé et qui est hyper complexe. On arrive à déculpabiliser, se dire finalement maintenant je suis pas folle en fait, c'est un phénomène, c'est quelque chose qui est physiologique. Et le fait de poser un mot m'a apaisée, je dirais. Et il y a énormément de choses qui ont changé depuis 1 an. Tu as écrit un livre. Aujourd'hui, c'est nul de compter comme ça, mais quand je t'ai rencontré, ton compte Instagram, il n'avait pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui, ou l'influence en tout cas qu'il a aujourd'hui. Tu décrirais comment l'année qui vient de s'écrouler ?
Elle est improbable. J'aurais jamais pu penser qu'elle allait se dérouler comme ça. Elle est magique. C'est une très très belle année pour moi, de réalisation, en termes de lumière, je suis très contente de toute cette année. Tous les changements qui ont été opérés, de l'ampleur qu'a pris mon compte et de l'impact finalement que ça a sur les parents et sur les bébés. Dans ma famille, quand j'ai commencé à expliquer que j'allais essayer d'apprendre un tout petit peu la langue des signes à Ella, il y a une partie qui était assez sceptique et ils m'ont dit récemment, tu vois, on pensait pas que ça marcherait mais on est hyper impressionnés, c'est vraiment chouette de la voir. Et mon mec il était pas sceptique mais il se rendait pas compte que ça pourrait autant nous aider. Donc déjà je voulais te dire merci parce que on apprend plein de mots tous les soirs. Je fais tes quiz sur les réseaux sociaux. Quand je me trompe je suis là non je le savais, pourquoi j'ai pas bien fait. Si vous connaissez pas les quiz de Marie sur les stories sur Instagram, c'est génial, elle signe et on peut essayer de trouver le mot. Et surtout, tu sais, un truc sur lequel ça m'aide, la langue des signes, c'est trop bizarre. Mais j'essaye d'apprendre l'anglais à ma fille. Et du coup, je lui signe des mots et je lui dis en anglais pour qu'elle essaye de comprendre de quoi je parle. Et c'est trop chouette de voir. Bon, des fois, ça la saoule, je parle anglais. Elle me dit arrête, maman. Je pense qu'il y a trop de trucs. Mais tu vois, j'aurais pas pensé que ça pourrait m'aider là-dessus aussi. C'est un connecteur en fait entre les langues. Le signe va permettre en fait dans les familles justement bilingues. On me demande souvent est-ce qu'on peut utiliser les signes, mais je dis mais bien sûr en fait. L'enfant va connecter que le mot blue c'est aussi le signe bleu avec la main et c'est bleu en français et en fait tous ces petits chemins qui tissent en fait les choses entre elles vont faire que l'enfant apprend plus facilement et est plus sûr finalement du sens du mot. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Sur le lien et sur ce que ça veut vraiment dire. Des fois aussi, j'essaie de faire un petit topo de pourquoi ça m'a aidé. Des fois, tu vois, elle dit je veux un gâteau ou je veux un cadeau. Ouais. Voilà. Alors moi, des fois, je dis tu veux un gâteau. Alors elle me signe. Ouais. Elle me signe le mot gâteau. Souvent, c'est gâteau. Je dis ah ok. Donc, et elle-même, quand elle voit je comprends pas quelque chose, elle va me signer le mot. Bon, elle connaît pas tous les mots et moi non plus, hein, mais elle en connaît quand même beaucoup maintenant. Et c'est trop bien. Et maintenant, elle a 2 ans et demi, elle vient nous voir et dit maman, comment on dit tel mot cette cherche. Curiosité pour une autre langue et elle est vraiment chouette. Et effectivement. Nous aussi à la maison, Bao, elle est en plein développement du langage, etc. Et il y a plein de mots sur lesquels j'ai pas compris, qu'est-ce que tu dis ? Et puis en plus elle s'énerve, elle est pas du tout patiente. Et donc là les signes nous aident beaucoup quand elle se met à signer, on fait c'est bon, j'ai compris. Elle a failli se jeter au sol, on n'était pas loin. Donc vraiment, les signes, en fait, vraiment accompagnent sur plein de domaines. Au début, pour limiter la frustration, pour permettre à l'enfant d'exprimer ses besoins. Mais après, c'est aussi quelque chose... Il y a une découverte au niveau linguistique d'une autre langue, d'une autre culture. Il y a le fait que ça les aide aussi à mieux se faire comprendre, même quand le langage est là. Parce que bon, voilà, à 2 ans et demi, il ne parle pas... voilà. C'est pas brillant quoi pour tous les enfants, en tout cas la mienne. Des fois, on sort les rames pour la comprendre. Moi, j'ai trouvé aussi que c'était tellement intéressant sur les émotions. J'ai peur, elle le dit tout le temps et elle en rigole et tu vois, elle en joue. Mais j'ai aussi trouvé que ça nous aide beaucoup. Par exemple, tous les enfants sont quasiment gênés quand ils vont à la selle ou qu'ils vont aux toilettes. Et donc, très rarement, elle nous dit « je veux changer la couche ». Par contre, elle nous fait toujours le signe de changer. Ouais. Tout le temps. Quand elle est prête et quand elle a besoin. Elle a jamais verbalisé concrètement ce mot alors que elle sait très bien le dire. Et ça reste, c'est quelque chose qui reste. Je sais que même en école maternelle et même plus tard, j'ai des amis dont les enfants, je leur avais appris les signes, continuaient à dire moi j'ai envie d'aller faire pipi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Discrètement, ça passe nickel, personne s'en rend compte. Et c'est vrai aussi sur les émotions. Moi, je le vois, on est en plein dedans, on est dans les 2 ans et demi où voilà, beaucoup de choses sont compliquées au niveau émotionnel. Et elle arrive même à me signer pendant des tempêtes émotionnelles. Je trouve ça incroyable parce que verbaliser, elle n'y arrive pas. Ça fait des espèces de... elle dit plein de choses et on comprend rien. Par contre, elle arrive à me signer qu'elle est soit en colère. La dernière fois, elle me signait « aide-moi ». Elle était en pleine crise, en train d'hurler, de pleurer et elle me signait « aide-moi » dans le sens...
sors-moi de ce qui est en train de me submerger, j'arrive pas à m'arrêter. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et les émotions, on le met beaucoup en place à la maison, ça marche bien et ça marche vraiment, pour aussi les plus grands, même moi, plus jeune, qui a toujours pratiqué la langue des signes, c'était d'un des moments d'intense émotion, j'arrivais pas à parler et c'était les signes qui venaient. Donc il y a quelque chose qui se joue là aussi sur quelque chose qu'on n'arrive pas à verbaliser, mais qui passe par les mains, par le corps, tout simplement. Est-ce que tu as des retours depuis 1 an que ça a pris autant d'ampleur de familles sourdes qui sentent qu'il y a peut-être plus de compréhension et je trouve que vraiment récemment, on en parle vraiment bien plus aujourd'hui de la langue des signes, en tout cas ça touche plus de familles. Est-ce que eux, la communauté sourde, ils le sentent ou il n'y a pas encore ce pont qui se fait ? La communauté sourde est quand même assez méfiante sur l'utilisation des signes pour les bébés. Ils font attention à ce que on comprenne bien et que les parents comprennent bien que d'apprendre des signes à son bébé, ça ne fera pas un enfant bilingue on peut pas résumer la langue des signes qui est une langue aux signes que l'on va utiliser avec son enfant, même si ce sont des signes de la langue des signes. Ils sont bienveillants là-dessus, ils sont les gardiens finalement de leur langue. Par contre, moi, ce que je vois énormément et de plus en plus, c'est des parents qui ont découvert les signes pour bébé parce que c'est en ce moment, ça explose, qui ont commencé à signer avec bébé dès la naissance ou vers 6 mois et ont commencé à se poser des questions sur un diagnostic de surdité qui arrivait en même temps. Les signes étaient déjà là. Du coup, il n'y avait pas ce côté réfractaire aux signes, à se poser des questions, à se dire que non, on va pas signer parce qu'on veut qu'il parle. Déjà, ça a enlevé aussi beaucoup de craintes là-dessus. Et j'en parlais avec une maman qui est devenue une amie, Justine, qui a ses 2 enfants sourds. Et elle me dit, c'est hallucinant de voir qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus d'enfants qui sont implantés, donc qui sont opérés, des enfants sourds profonds qui sont implantés. Effectivement, c'est en train d'augmenter, mais il y a de plus en plus finalement chez ces enfants-là de langue des signes. Alors qu'avant, c'était proscrit. Vraiment, les ORL, les médecins disaient surtout pas de signes pour que l'enfant puisse forcer sur le langage oral, sauf que c'était des enfants qui n'avaient pas de langue jusqu'à ce que vraiment l'implant fonctionne. C'est beaucoup plus long en fait quand il nous manque un sens pour le développer, et même malgré des opérations, etc., il fallait un temps extrêmement long, je trouve, et pendant ce temps, l'enfant a besoin d'une langue pour se construire. Donc, les signes ont permis cette communication très précoce en fait chez le parent et chez l'enfant. Et quand il y a cette annonce de diagnostic, le parent il sait toujours communiquer finalement avec son enfant. Donc c'est un peu démocratisé auprès de même la communauté sourde que développer un langage avec son enfant, c'est admis et c'est ça. C'est intéressant en fait. Je pensais pas du tout que on leur interdit. C'est interdire de pouvoir communiquer en fait. C'est ça, parce que forcément, vu que la langue naturelle d'un enfant sourd, vu qu'il n'entend pas et qu'il n'a pas entendu dans le ventre de sa maman, ça va être sur le visuel, sur le gestuel. Donc on apporte sa langue naturelle à l'enfant, il va foncer dedans, c'est normal. Mais c'est ce qui va lui permettre de se développer aussi de manière normale et de pouvoir penser et de pouvoir utiliser sa langue. Et par-dessus, ils peuvent être implantés et apprendre à parler, oraliser aussi. Mais les médecins faisaient peur sur ce sujet-là, que l'enfant qui va signer ne parlera absolument pas, ce qui n'est pas vrai. Tant mieux que ça ait au moins aidé là-dessus. Et moi, j'espère aussi que ma fille, ça lui aidera, si elle voit un enfant sourd, de reconnaître quelques trucs et de pouvoir faire un lien ou entrer en communication. C'est quand même aussi ça un petit peu le but. Complètement, c'est le fait de connaître quelques signes, de les avoir en poche. L'enfant, lui, ça va lui permettre ils ont très peu de barrières, les enfants entre eux, de pouvoir communiquer avec un enfant sourd. En fait, je signe avec, c'est sa langue. Il n'y a pas cette barrière. Et chez les parents qui ont utilisé les signes, j'en reçois tous les jours des messages pour me dire merci.
J'ai pu aider une petite fille qui avait peur dans la rue, qui était sur le toboggan, qui me signait qu'elle avait peur. J'ai pu dire bonjour à la caissière. J'ai pu signer finalement avec une personne sourde avec laquelle je n'aurais jamais osé signer parce que je n'aurais pas su comment m'exprimer avec elle. Oh, ça, c'est chouette, quand même. Ouais. Et je trouve encore plus avec les petits-enfants. Je trouve ça trop bien de me dire qu'ils sont inclus. Donc, tu es maman de Bao. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'évolution? Parce que comment est-ce que vous vous organisez à la maison? Vous travaillez depuis la maison avec ton mari. Vous êtes quand même très présent et en même temps, vous développez beaucoup de choses. Donc déjà, chapeau parce que tu as réussi à écrire un livre. Et vous avez fait le choix de garder Bao très longtemps avec vous. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous organisez? Alors, on a dû revoir notre organisation parce que travaillant tous les deux à notre compte à la maison, ça marche avec un tout petit bébé qu'on a en portage, qu'on allait, j'arrivais à gérer. Après, à partir de 18 mois, 24 mois, ça commençait à être compliqué. Donc, on a pris une nounou. On a pris une nounou qui vient à la maison, qui lui fait faire pendant 4 heures dans sa journée des activités, des promenades, des choses dont elle est en demande. Et nous, ça nous libère du temps pour travailler. Et sur 4 heures, je pense qu'on a 8 heures de boulot. On rush vraiment. Quand il y a un an, je t'ai vu, est-ce que tu aurais pu envisager de faire ça? Je pense pas. Non, j'étais aussi dans quelque chose d'un peu plus, j'étais très protectrice. Je m'étais aussi beaucoup trop enfermée dans le maternage proximal, dans la bienveillance. Je m'en étais noyée peut-être presque. J'appliquais à la lettre et puis laisser mon enfant à quelqu'un d'autre, mais non, mais ça serait l'abandonner, ça serait peut-être le briser. Enfin bon, j'allais hyper loin dans mon raisonnement. Et du coup, j'ai pris du recul aussi dessus et j'ai surtout suivi ma fille qui aujourd'hui est très contente d'avoir une nounou qui s'occupe d'elle, qui fait faire des activités. Et voilà, et c'est ce qui a changé énormément. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir eu un déclic, de dire c'est bon, aujourd'hui je suis capable de lâcher prise là-dessus? Ou c'est elle, Bao, qui t'a fait avoir ce déclic? On a eu un accompagnement sur les émotions de Bao. Elle avait énormément de choses qui étaient coincées. Elle manifestait énormément de colère et donc on a dû creuser à l'aide d'une thérapeute pour savoir qu'est-ce qui allait pas. Et c'est là où j'ai compris que Bao était une enfant très sensible, mais qui avait aussi besoin qu'on la laisse faire sa petite vie et que maman, elle lâche un peu la pression, qu'elle s'autorise finalement à passer le relais. Parce que c'était quelque chose que je ne faisais que très peu, sauf avec mon mari finalement, à passer le relais, à faire confiance. Ça, c'était dur pour toi en fait. Faire confiance, c'était terrible, c'était impensable. Faire confiance à quelqu'un, en plus, qui ne fait pas partie de la famille, je mettais mon enfant en danger. Et non, mais c'était hyper important que ça se mette en place. C'est la confiance aussi de Bao en autrui qui était en jeu. Donc je me suis remise en question et finalement, les choses se passent super bien. Donc tu te sens apaisée et alignée avec toi-même dans ce choix? Exactement, très apaisée, ouais. Et donc à la rentrée, tu penses qu'elle va aller à l'école ou continue? Comment est-ce que tu envisages les choses? Alors l'école, on n'est pas foncièrement prêt parce qu'on voudrait avoir une école alternative. Voilà, pour continuer un petit peu avec tout ce qu'on a mis à la maison. Moi, j'ai été une enfant qui a été quand même assez brisée par le système scolaire classique. Donc, je me voyais pas l'amener sur une école de l'éducation nationale classique. Puis c'est une enfant sensible. Donc, voilà. Donc on s'est dit, on se laisse encore un an, le temps tout simplement de trouver une école qui fonctionne avec Bao. Et puis voilà. Donc tu peux quand même envisager de te dire que le système scolaire, de certaines manières, pourrait lui convenir et que vous aussi... Ouais. Oui. Ça, c'est pareil, non, tu pouvais pas. Non, je pense que non, j'étais partie, l'instruction famille. Mais c'est vrai parce que quand je m'étais dit, je vais faire le podcast un an après, je te poserai la question, comment t'envisages l'instruction en famille? Je suis hyper admirative parce que je trouve que c'est... Waouh, c'est les parents qui arrivent à faire ça, je les admire parce que c'est difficile. C'est difficile, c'est intense, on a besoin d'air aussi en tant que parents et chose qu'on ne peut pas sur l'instruction en famille. Enfin, vraiment, c'est très intense. Je mesure aujourd'hui avec son âge qui avance, il faut
il faut une sacrée dose d'énergie et il y a énormément de travail à mettre en place. Ouais, et puis il faut aussi leur faire apprendre les choses correctement. Ça, je trouve Ouais. que ça aussi, moi, c'est pas mon métier, tu vois. L'éducation, c'est quelque chose de particulier. C'est pas quelque chose qui me fait peur en soi parce que je vois que Bao, on n'a pas besoin de... C'est pas comme à l'école où il y a tellement d'élèves que ça te demande un temps très long d'apprentissage. Je pense qu'1 heure ou 2 par jour sur des activités bien ciblées dans le plaisir et en étant face à face, ça a un réel impact sur son apprentissage et je le vois, on fait des activités pour jouer, elle apprend mais à une vitesse dingue. C'est finalement ça, l'instruction en famille. Mais du coup, je t'ai coupé sur l'instruction en famille. Ouais, tu te disais ça il y a 1 an que t'allais faire sans problème l'instruction en famille. Oui. Et aujourd'hui... Non. Voilà, je trouve ça chouette et vraiment chapeau bas aux parents qui le font. C'est un réel investissement, implication. Aujourd'hui, je pense que voilà, je suis prête à passer le relais sans souci. Puis il y a de super écoles et de chouettes choses qui se mettent en place. Donc voilà, je passe le relais. Mais non, mais tu sais, j'adore parce que je me dis, c'est trop ça la maternité, c'est d'avoir plein de convictions et même pendant qu'on a l'enfant, parce qu'on se dit on a plein de convictions avant, mais on en a aussi encore beaucoup pendant. Et au fur et à mesure des mois, ouais, en fait, peut-être pas. Oui, en fait, non, on va peut-être changer. Ok, là, je vois que c'est pas possible. Et c'est un ajustement permanent. Hein. En permanence, surtout, alors au début, on est complètement dans la fusion avec son bébé, c'est une évidence, on est dans une fusion, on est prête à tous les sacrifices, on ne dort plus, on ne mange plus, on mange que froid, on est vraiment dans quelque chose où on se donne. Et puis petit à petit, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on prend du recul et on se retrouve soi-même aussi, ce qui est hyper important en tant que personne, en tant que parent, pour aussi l'apprendre à notre enfant, de pas se couper les bras pour autrui. Au bout d'un moment, il y a un besoin de se prendre aussi soin de soi et de l'inculquer finalement à l'enfant que une personne, un être humain a besoin aussi de prendre soin de lui. Et c'est quelque chose, voilà, au fil de ma maternité, bon après ça a commencé moi vers les 2 ans, je pense que j'étais un peu en retard quand même, mais vers 2 ans j'ai commencé à comprendre que ouais, j'étais excessive. Et des choses qui étaient impensables pour moi avant étaient complètement de plus en plus envisageables. Et donc, je suis revenue sur plein de choses. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est ce cheminement, en fait, en tant qu'humain, de se dire, j'avais des choses très arrêtées, puis finalement, les choses sont beaucoup plus fluides et on va sur autre chose, on change, on évolue, on grandit. Avec eux, on grandit. Et ils nous font grandir, c'est clair. Et est-ce que tu as la sensation que si tu as eu cette relation de fusion avec elle, c'est aussi parce que tu as perdu un petit bébé juste avant et qu'il y a forcément une notion qui est différente, il y a un enjeu différent dans cette deuxième grossesse que tu as eue avec Bao? Ça a impacté, je pense, ma maternité, mon lien avec elle, ça c'est sûr, ne serait-ce que sur la grossesse de Bao, j'étais comme du cristal, j'avais peur qu'à tout moment de la perdre, et ça a perduré aussi après. J'étais dans une surprotection de mon bébé parce que j'en avais perdu un au cours de ma première grossesse, à 5 mois de grossesse. Il a fallu arrêter la grossesse pour raison médicale parce que ce petit bébé, son cœur n'était pas viable à la naissance. Et ça a été très compliqué. On a connu ce que c'est la vie qui s'arrête en un claquement de doigts. Forcément, ça impacte la grossesse suivante et la manière d'élever son enfant. Donc j'ai été, je pense, dans une fusion qui était peut-être encore plus forte parce que j'avais perdu un enfant et je savais aussi tout le trésor que c'est finalement d'en avoir un en parfaite santé et j'avais envie d'en profiter et de m'épanouir et de toucher à 100% finalement toute cette maternité-là. Et ça, tu penses que tu t'en es rendu compte au bout de 2 ans que ça avait un lien ou t'avais tout de suite senti quand même? J'ai senti, j'étais morte d'angoisse sur la grossesse de Bao, j'étais tétanisée, j'étais alitée, c'était une grossesse, alors je sais pas si on peut dire pathologique, mais j'étais absolument pas bien. J'étais pas du tout dans un épanouissement, donc je voyais bien ce que ça nourrissait et ce que ça a nourri les premiers temps aussi, même si elle était sortie de moi, donc je me sentais moins responsable de tout ce qui pouvait arriver. Bon, on reste responsable en étant parent, mais il y avait une angoisse permanente, la mort subite du nourrisson.
Ne serait-ce que ça, la première année, on en est tétanisé, on nous le rappelle, et c'était quelque chose qui pesait, cette mort en fait, voilà, elle était là, et donc forcément j'étais dans une fusion, une surprotection de ma fille. Hier, c'est marrant, j'ai regardé le documentaire Babies qui est sur Netflix, qui est magnifique. Et c'est plein d'épisodes sur les bébés avec plein de neurosciences, donc ça reprend beaucoup de choses qu'il y a dans mon podcast. Et il y a une étude qui montre que les mères, quand on accouche, il y a un changement dans notre cerveau au niveau de l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est vraiment le cerveau profond qui contrôle la peur. Et que l'amygdale grossit énormément au moment de l'accouchement. Et qu'une fois qu'il est ouvert, il ne se referme jamais. Ça m'a scié. Je me suis dit, ah ouais, en fait, toute ma vie, j'aurais cette angoisse pour mon enfant et cette peur. Et c'est fini. Une fois qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, là, en gros, une fois qu'on a accouché, eh ben, il reste à un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'avant. C'est vrai, cette légèreté qu'on a avant d'être parents, oui. On l'a plus une fois qu'on est parents. On l'a plus. Parce qu'on ne la connaît plus. Voilà, imaginer qu'on puisse perdre un enfant, c'est quelque chose qui peut nous terrasser. Et c'est assez drôle parce qu'il montre aussi que les pères, ils ont ça à 25% par rapport à nous. Oui. Beaucoup moins d'angoisse que nous par rapport à ça. C'est drôle, hein? Et que nous, c'est assez lié à l'accouchement, finalement. Et au fait qu'on soit dans le maternage très vite par rapport à eux. Oui. Et tu vois, je me suis dit, ah ouais, donc à 90 ans, je serais encore angoissée comme ça. Oui. Ouais, au moment de la naissance, grossesse et accouchement, on est dans une hypervigilance qui ne nous quitte pas, cette vigilance de tout ce qui peut t'arriver. C'est flippant, non? Tu te rends pas que c'était flippant? C'est angoissant de pas se dire je vais pouvoir retrouver cette légèreté, ce qu'on a avant de les avoir. Fini. Mais je trouve quand même que moi, mon niveau d'hypervigilance, il est beaucoup moins fort aujourd'hui, parce qu'à 2 ans et demi, que c'est quand même beaucoup plus léger quand même. C'est pareil. C'est pareil pour moi aussi. La première année, tout me faisait peur. Je me rappelle, je ramassais tout dans la maison quand elle a commencé à être à 4 pattes, mais tout de manière excessive. Un petit caillou, je ne savais pas, pouvait peut-être l'étouffer. Tout était... j'avais peur de tout. Aujourd'hui, elle fait des choses qui peuvent la mettre en danger finalement, sur lesquelles j'ai appris à relâcher et surtout à lui faire confiance. Parce qu'il y a ça aussi. On est dans une hypervigilance quand ils sont tout petits, parce que ils se dépatouillent pas trop, mais maintenant en grandissant, je me dis, fais-lui confiance, et c'est un mantra que je me répète, fais-lui confiance. Quand elle est malade, fais confiance à ta fille, fais-lui confiance. Ah, c'est chouette, t'as raison. Je comprends que ce soit pas naturel quand t'as eu aussi ces circonstances-là pour toi. Ton bébé, June, c'est ça, c'est June, hein? C'est June. J'aime beaucoup ce prénom. T'as dû faire, donc vous avez dû envisager une IMG. Est-ce que tu avais des prémices pendant la grossesse qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec son corps, ou ça a été soudain? Ouais, non. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai de suite pensé à la malformation. C'est ouf. Non, mais c'est ouf. Et c'est vraiment un truc à creuser, parce que j'ai d'autres amis qui ont vécu, dont je me suis rapprochée plus tard. On a toutes senti. Il y avait quelque chose. Et j'ai été enceinte, j'ai fait mon test, et je me rappelle que les minutes d'après, j'ai commencé à penser, cet enfant aura, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose qui a pesé, et je me rappelle me dire, et dans ma tête, il va y avoir quelque chose de génétique ou une malformation. Et ces 2 mots ont sonné. Et je me disais, waouh, c'est lourd finalement d'être enceinte, parce que moi, c'était la première fois que j'étais enceinte dans ma vie. Je me suis dit, ouais, c'est lourd quand même d'être enceinte. Il y a cette peur qui est directement là. Je me suis dit que c'était normal peut-être en fait, vu que j'avais pas de point de comparaison. Et non, ça m'a pas lâchée. Et ça ne m'a pas lâchée jusqu'à l'annonce du diagnostic. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et ça a été à 3 mois ce diagnostic, ou vraiment au 5e mois? Ça a été au 4e mois pour l'écho, pour savoir le sexe de l'enfant, par hasard. Par hasard. C'était pas prévu, mais la personne qui a fait l'écho était très formée à ça et l'a vu. Donc, nous l'a dit, entre 2 patients, nous a dit de regarder sur Internet, que c'était pas très grave et que ça allait aller. Et c'est quoi, elle a vu quoi? Elle a vu qu'il y avait en fait l'aorte et l'artère pulmonaire qui se chevauchaient sur le cœur, ce qui n'est pas normal. Donc, elle a vu ça, donc elle a dit il y a une tétralogie de Fallot, voilà, les grands mots, tout ça. Regardez sur Internet, mais bon, normalement, ça s'opère à la naissance, donc ne vous inquiétez pas. Ah oui, déjà comme ça, elle te dit ça. Ouais.
Donc on est abattu, on est sorti abattu. Je me rappelle que James, mon mari, ne se rendait pas compte, donc il est sorti, bon bah il y a un petit souci cardiaque et tout. Et moi je me suis écroulée parce que je savais ce que ça voulait dire avoir un souci cardiaque d'ici tôt. Je savais que c'était pas tout rose, c'était pas rien. Et donc on l'a appris donc à 4 mois. On nous a laissé 1 mois en attente parce que le bébé était trop petit pour pouvoir savoir ce que ça allait donner finalement, si ça allait être viable ou pas. Donc 1 mois tout seul, pas accompagné, pas de psy, rien, pas de sage-femme, personne qui répondait à nos questions. Ça a été un moment terrible, une traversée du désert du stress maximal, voilà, à tel point qu'on ne mangeait plus. Moi je dormais plus, donc mes meilleurs amis se sont relayés, nous ont pris à la maison, ils se sont relayés pour nous maintenir debout. Et puis après il y a eu l'annonce du diagnostic à 5 mois et des poussières, avec plein de tests au milieu. Finalement, il n'y a rien de génétique, donc bon, il y a de fortes chances que ça se passe bien. Et puis bon, bah, le couperet final, bon bah non, le cœur est sacrément abîmé d'un certain côté, il sera franchement pas viable à la naissance, donc voilà, donc tout s'arrête à ce moment-là. Mais quand il te dit ça, il vous laisse un choix ? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous propose ? On nous a laissé le choix au moment de la dernière écho-cœur. Le cardiopédiatre m'a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner un cœur normal. Ensuite, il a fait le cœur de ma fille. Et le cœur après une opération, 2e opération, 3e opération, jusqu'à 8 opérations. Après naissance, 8 opérations. Après la naissance, sur des années. Et ma dernière question a été, en le regardant dans les yeux, est-ce qu'à tout moment, malgré toutes ces opérations, elle pourra mourir à tout moment, toute sa vie ? Il m'a répondu oui. Ok. C'était pas possible. C'était des opérations très lourdes, très invasives et avec aucune garantie de résultat. Et puis, au stade où on en était, c'était compliqué finalement de savoir comment ça allait évoluer. Et donc, on a fait le choix pour elle, parce que moi je l'aurais tenté, c'était pour elle. Je me voyais pas lui imposer cette vie-là et ces opérations, ces souffrances et ce gros point d'interrogation qui s'est révélé finalement après quand elle est née et qu'ils ont analysé son corps, l'autopsie. Ils ont dit non, en fait c'était même pas viable à la naissance. Donc voilà. Ouais. Voilà. Donc, non mais en fait ce qui est difficile dans ton cas, c'est que tu dois faire un choix. Faire un choix. Ouais. Faire le choix, c'est quasiment le plus difficile quand on t'impose quelque chose et c'est comme ça. Oui. Bah, tu suis. Mais quand c'est toi qui prends la décision. J'ai pas trouvé ça terrible en fait. Le fait d'avoir le choix, ça a été un choix d'amour. Tu préfères assez. Ça a été un choix d'amour. Je me suis dit, je sacrifie toute cette envie d'être maman, tout cet espoir, tous ces jolis rêves, tout ce qu'on avait. Je vais devoir faire mon deuil, je vais devoir faire le deuil de cet enfant, mais voilà, ça a été un choix d'amour pour elle. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai porté et que je continue à le porter. J'ai aimé finalement avoir ce choix-là. Bon, ça a été confirmé après, quand on m'a dit que finalement, j'avais fait finalement le bon choix. Mais même tout ce temps-là, je ne me suis pas culpabilisée parce que c'était fait avec amour. Et tu m'as dit, avant qu'on commence cette interview, que finalement, ça a été quelque chose de très positif dans ta vie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors, sur le coup, forcément, ça ne l'a pas été. Ça a été très difficile, très peu d'accompagnement. Donc, pour toutes les personnes qui vraiment peuvent le vivre ou ont des suspicions, parce qu'il y a plein de suspicions qui finalement se passent très bien et bébé va et sera en pleine forme. Mais voilà, d'être accompagné par des associations, des psychologues en périnatalité. Mais après coup, c'est quelque chose, c'est une traversée du désert, quelque chose d'hyper sombre qui m'a permis de me trouver moi en tant que personne, en tant que maman, ça a tout changé. On a appuyé presque sur reset, sur ce que j'étais. Ça m'a obligée à travailler sur moi. J'avais des failles, j'étais quelqu'un d'assez fragile, j'avais des démons, j'avais plein de choses. Il a fallu affronter tout ça. Et c'est ma petite fille qui m'a permis de traverser ça et qui m'a permis de faire face à moi-même et de travailler sur quelque chose que je pense que je n'aurais jamais fait. Donc ça a ouvert une porte finalement sur quelque chose d'hyper doux et complètement. Qui t'a libérée.
Ça m'a libérée et ça continue au quotidien d'être ma force. On a dépassé ça. Elle est toujours là. Enfin, il y a quelque chose, il y a une lumière. Elle m'a apporté une lumière dans ma vie. Et j'y pense très souvent, mais de manière très positive. C'est plus quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui nous est arrivé. Oui, c'était pas cool. Oui, ça a été dur. Mais aujourd'hui, c'est un trésor. C'est un trésor ce qui est arrivé. Et c'était impensable sur le coup de pouvoir se dire... c'était terrible. Je me disais mais pourquoi ? Mais c'est injuste, mais c'est la chose la plus dure au monde qu'on puisse infliger finalement à quelqu'un. Et il y avait cette question de pourquoi ? Et ben je l'ai compris plus tard. Ce pourquoi cette petite fille, elle m'a choisi pour me permettre, elle m'a fait ce cadeau-là pour me permettre de me trouver, de me battre et aujourd'hui d'être solide, d'être forte et de savoir où est ma voix, où est ma lumière. Et à Bao, comment est-ce que vous lui en parlez ? On a mis du temps à lui en parler. Enfin, je lui en ai parlé à la naissance. J'ai essayé de faire comme un peu on m'avait dit dans les livres et tout. Mais finalement, c'était assez timide la manière dont je lui en avais parlé. Je lui ai raconté, elle devait avoir 2-3 mois. J'ai tout raconté pendant qu'elle jouait ou je ne sais plus. On a dû le reprendre à 18 mois. 24 mois, on a dû tout reprendre. On a dû lui parler, on a dû lui expliquer. Avec des images, on a dû poser des mots, parce qu'il y avait, au niveau émotionnel, il y avait beaucoup de choses. Et tu penses que ça a défait un nœud ? Ouais, ça a défait un nœud, une angoisse. Elle sentait en permanence l'angoisse. Elle s'est frappée ma grossesse. Elle s'est frappée une maman qui l'a fait baigner dans du cortisol H24. Donc, il y avait aussi besoin de comprendre pourquoi finalement cette grossesse, il y avait une peur aussi. Elle sait que j'ai toujours eu peur et que j'ai été très angoissée. Donc, elle avait besoin de poser des mots. Et ça l'a énormément libérée elle aussi, ce que je ne pensais pas possible, mais voilà, il y a eu vraiment besoin de faire ça. C'est marrant comment le marqueur des 2 ans, c'est quand même quelque chose de très fort. Tu l'as dit juste avant que ça t'a mis 2 ans pour te retrouver toi. Moi, j'ai eu la même sensation du brouillard ou du voile qui se levait au bout de 2 ans. Pour Bao, c'était un moment où elle avait besoin de quelque chose de concret. Et c'est fou, puisque tu vois, dans les neurosciences, c'est ça, ils ont prouvé que ça peut durer 2 ans. Donc, toi et moi, on a eu la longueur. Les 2 ans, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Tu m'as dit aussi que finalement... que tu aies eu la perte de June, ça a changé quelque chose aussi avec tes parents. Oui. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi ? Et finalement, ce cadeau que moi j'ai eu dans ma vie de me trouver, de me dépasser, de devoir affronter les choses, ça s'est répercuté sur un peu tout le monde. Parce que finalement, ce deuil, tout le monde l'a porté. Mon papa, mes amis aussi, et ma maman, surtout ma maman qui a vécu ça avec moi, avec nous. Ça lui a permis donc de finalement consulter, de voir quelqu'un pour cette angoisse, ces craintes qu'elle avait elle aussi finalement. J'ai l'impression que moi, je l'ai vécu avec ma fille pendant la grossesse, je ne bougeais plus, mais ma mère aussi avait peur. Tout le monde avait peur et quand Bao a été là, cette peur a continué. Donc il a fallu travailler quelque chose, il a fallu se poser des questions. Et donc June a permis justement à un peu tout le monde de travailler sur soi, chacune, surtout ma mère. C'est incroyable le changement qu'elle a opéré. Je n'aurais jamais pensé ça possible de toute ma vie. Elle a amorcé un changement par un accompagnement, une thérapeute qui l'a accompagnée. Et aujourd'hui, elle a fait un cheminement incroyable sur sa manière de gérer le stress, les angoisses. C'est hyper hallucinant, quoi. T'en as quand même parlé pas mal sur ton compte Instagram et dans ton livre. Tu le dis clairement et sans gêne vis-à-vis de tes parents que t'as pas eu l'éducation que tu donnes à ta fille. Ils n'étaient pas forcément à ton écoute et il y a eu quelques violences éducatives ordinaires, comme on dit. Et moi, ça m'a vachement touchée que tu puisses en parler aussi ouvertement et dans un livre, parce que ça veut dire que forcément, avec tes parents, c'est possible de leur en parler de cette manière-là. C'était difficile de faire ce chemin envers eux et de pouvoir aussi peut-être les pardonner d'avoir eu cette éducation envers toi. Ça s'est fait en fait naturellement. Forcément,
de choisir une éducation complètement à l'opposé de la mienne, même si j'ai été élevée par contre dans beaucoup d'amour, hein. C'est pas le débat, mais il y avait des violences éducatives, il y avait une maman qui niveau gestion des émotions c'était très intense et les colères étaient vives, et moi étant je pense une enfant hypersensible, forcément voilà, c'était compliqué, mais ça s'est fait naturellement. Je pense que ça a été un miroir dans la famille, ça a reflété des choses, la manière dont j'ai élevé Bao a amené des questionnements aussi chez elle. Moi, ça a été une évidence que j'allais pas donner la même éducation que j'avais reçue parce que ça m'avait abîmée, ça avait fait pas mal de choses, je l'ai compris plus tard. J'ai compris d'où venait chez moi tout ce manque de confiance intense. Ces tendances à la dépression aussi qui me sont arrivées en étant jeune adulte. Et tout cet entourage qui me disait « Mais Marie, mais t'es chouette et tout, pourquoi t'as pas confiance en toi ?» Et j'étais incapable de répondre. Et j'ai compris que ça prenait racine finalement dans mon enfance. Et j'ai pu finalement en discuter avec mes parents, j'ai pu poser des mots. Bon, après, je suis pas quelqu'un... Enfin, voilà, je dis les choses finalement. Voilà, c'était... Voilà, il a fallu en parler, mais effectivement, j'ai eu des parents très à l'écoute à ce moment-là qui ont été incroyables parce qu'ils ont su se remettre en question. Notamment ma mère, ça a été très difficile. Et je me rappelle d'un moment où je parle avec elle, où on échange et où je lui rappelle des moments très durs, où il y a eu de la violence et où elle le refusait en bloc et où je l'ai attrapée et j'ai dit « Mais maman, moi je te pardonne. Moi je t'ai pardonné. Pardonne-toi, toi. » Et je revois en fait l'éclat dans ses yeux. Elle a percuté en fait que c'était elle qui se pardonnait pas. Elle avait son enfant en face qui lui disait « Je te pardonne. Moi je t'ai pardonné. Mais toi, c'est à toi maintenant de te pardonner. » Ça a été un moment clé qui, je pense, a tout dénoué. Je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que je pense qu'il y a malheureusement 80% de la population qui a été élevée par des parents maltraitants dans une forme ou une autre et qui savent pas comment recréer le lien avec leurs parents pour leur expliquer ou pour arriver à faire changer les idées. On est souvent en affrontement ou dans la colère. Et ce que tu viens de dire là, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Déjà, ça veut dire que c'est possible. C'est possible, oui. Et après, il faut faire le travail que tu as fait, c'est-à-dire savoir pardonner ses parents. Oui. Je pense que tout le monde ne peut pas le faire comme ça et que c'est pas quelque chose de simple. Mais peut-être que quand on devient parent, ça nous aide. Je sais pas. Je pense qu'en étant parent, on comprend. Il y a énormément d'amour, c'est aussi ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour. Et puis, il y a une vieille éducation qui a eu la dent dure. Et voilà. Et puis, c'est aussi en discutant, moi et ma maman, qui m'a dit, mais... Finalement, je me suis pas posé de questions quand je t'ai élevée. Je t'ai eu jeune. Je t'ai élevée un petit peu comme ma petite sœur, en fait. Elle m'a dit, j'ai reproduit finalement ce qu'on faisait dans la famille. Je me suis pas posé de questions. Et c'est bien plus tard qu'elle m'a dit, j'aurais eu envie d'avoir un deuxième enfant parce que j'étais beaucoup plus mature pour finalement faire différemment et m'écouter moi en tant que femme et en tant que mère. Parce que du coup, t'es fille unique. Je suis fille unique. D'accord. Ah oui, donc ta mère, elle a le regret de se dire Elle a le regret, ouais. Et puis forcément, en me voyant dans un maternage, dans de l'allaitement, dans tout ça, elle me dit que il y a une part d'elle qui est en colère contre la société, qui l'a coupée finalement de l'allaitement parce que la question ne s'est même pas posée. Voilà, on ne l'a pas encouragée là-dedans, c'était logique qu'il y ait du biberon et du lait en poudre. Et elle se dit, j'aurais aimé connaître ça, et quand je te vois transcender et épanouie, j'aurais aimé le connaître. Et est-ce que pour toi, de te dire d'avoir un deuxième enfant, ça a été une question particulière, sachant que t'es fille unique ? C'était important. C'était... non, c'était dur. Ah, non. Alors, je connais des enfants uniques qui le vivent super bien, genre, oh, c'était trop cool, moi j'ai kiffé ma place, tout seul et tout. Moi, c'était dur. J'ai eu la sensation de porter mes parents. Et j'en discutais avec une amie qui a 2 sœurs, donc elles sont 3 filles, et elle me dit, mais... Moi, mes sœurs, c'est tellement important parce que je sais que le jour où il n'y aura plus mes parents, on sera toujours une famille. Il y a ça qui était hyper important, c'est en fait, c'est la continuité des choses, c'est qu'à un moment, les parents s'en aillent. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai porté toute ma vie. Dès toute petite, je me rappelle, à 4 ans, mes parents me laissaient chez ma grand-mère pour une nuit, pour faire une soirée, et je me disais, ils vont mourir, je vais être toute seule. Et c'était une angoisse qui était là et qui tournait en boucle. De me retrouver toute seule.
Et je n'ai pas voulu faire porter ça à mon enfant. Bon, forcément, on projette, c'est un transfert. Peut-être que si Bao était fille unique, après, elle le vivrait super bien. Ça, je peux pas savoir. Mais voilà, j'ai voulu en tout cas lui offrir, enfin, c'est pas lui offrir, je sais pas, c'est pas un sacrifice, et je sacrifie pas un enfant. Mais voilà, j'ai voulu construire une famille et que s'il nous arrive un pépin, et puis voilà, je sais pas, qu'il y ait une famille et quelque chose d'assez solide. Donc, il n'y a pas du tout eu de question, une fois que Bao est né, que aussi, une fois qu'on a un enfant, on voit la complexité que c'est d'être parent et le temps que ça prend. Ça t'a pas bousculé dans ton idée d'avoir un deuxième enfant derrière? Non, je me suis laissé le temps. Il a fallu du temps, parce que la première année étant compliquée. Mais voilà, je savais qu'il y aurait une petite sœur ou un petit frère pour Bao derrière, pour justement faire une famille pour moi, une famille un peu plus que parce que moi je l'ai mal vécu. Et puis il y avait un trio aussi, c'était très compliqué ce trio. Avec tes parents? Ouais, mes parents, ouais. J'ai très mal vécu. On l'a tous, je pense, très mal vécu dans la famille. Et donc Bao, elle a déjà un grand demi-frère. Oui, c'est ça. Et donc là, c'était surtout que tu voulais avoir le cocon où au quotidien, il y ait quelqu'un avec elle. Oui. Parce que vous avez le fils de James, vous l'avez que pendant les vacances. On l'a pendant les vacances. Il vient pendant les vacances. Il y a une super relation avec sa petite sœur. Mais voilà, je voulais que, même pour nous, en fait, qu'il y ait cet équilibre-là, même si ça demande des sacrifices, parce que c'est deuxième enfant, en termes de fatigue et d'énergie, voilà. Mais c'était trop important qu'au quotidien, il y ait cet équilibre-là chez nous. Et donc là, pour ta deuxième grossesse, déjà, est-ce que tu sens que tu as moins de cortisol qui inonde ton corps? Tellement. Non, mais c'est génial parce que on en a parlé avec James avant. On a dit, si un jour il y a un deuxième enfant, on est OK, c'est pour une grossesse cool, Raoul, parce que j'avais tellement peur de refaire une grossesse comme Bao, où j'étais tétanisée. J'ai la maternité, c'était ma deuxième maison pour Bao. Ils m'ont pris, je sais pas, j'ai dû être hospitalisée 10 ou 15 fois. Je connaissais toutes les infirmières, les sages-femmes, c'était juste génial. Ils m'ont vraiment en cocon. Là, il était hors de question. J'avais fait 23 échos pour Bao, 23. On avait compté à la fin. On a fait, waouh, c'est chaud. Donc là, non, là tout se passe bien. Donc en fait, du moment où j'ai su que j'étais enceinte, il y a eu un déclic là aussi, c'est je fais confiance à mon corps. Parce que j'avais vécu la grossesse de June où dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai vécu la grossesse de Bao qui finalement s'est bien passée. Enfin, il n'y a pas eu de drama ni rien. Et du coup, j'avais ce recul-là et je savais que je pouvais faire confiance en mon corps et en ce petit bébé. Et que s'il y avait quoi que ce soit, j'allais être alarmée. Voilà. Ouais, donc là, tu as cru ton corps, en fait. Exactement. C'est qu'avant, tu n'avais pas eu ce recul de savoir que ce que tu ressentais, ça avait une valeur. Exactement. Et oui, donc forcément, ça change tout. Ça change tout. Je suis à l'écoute de mon corps, je suis à l'écoute de ce petit bébé, et je suis pas du tout angoissée. C'est une révolution pour moi. Enfin, je vis ma première grossesse, en fait. Et alors, ça fait quoi? C'est un bonheur. Enfin, c'est génial. Je me sens hyper épanouie. Je suis fière de moi. Il y a une côté, je suis fière de moi dans le sens où je stresse pas. Je suis bien. Je suis bien avec ce petit machin dans le ventre qui évolue. Je ne sais pas, c'est que des points d'interrogation. Je ne sais pas ce que sera fait l'avenir et comment vont se dérouler les choses. Je sais juste que là, tout va bien. Ah, c'est quand même un sacré cadeau déjà. C'est un beau cadeau. Oui. Et comment t'envisages la suite? Là, tu me fais table rase de dire, bon, peut-être qu'il y aura une nounou un peu plus tôt, peut-être que, oui, ça va, t'es plus à l'aise avec ça. On a déjà prévu la nounou, là. On y a c'est dit, vrai. On va augmenter tes heures. Parce que, voilà. Non, le but, c'est de pouvoir passer le relais. C'est aussi faire vraiment, de pas manger la place à Bao. Bao reste toute petite. Elle a 2 ans et demi. Elle aura 3 ans au moment de la naissance. Elle reste un bébé. Elle reste mon bébé. Donc, il faudra que, on veut une osmose au niveau de tout ça. Et puis passer le relais. Mais aussi, parce qu'on a la nounou, j'ai confiance en elle. Mais voilà, on a vu une organisation différente. Et je me rappelle aussi de l'épisode avec Benjamin Muller. J'ai bien enregistré. Et à ce moment-là, il y avait James, donc mon mari qui était avec moi, qui a écouté en même temps, qui a aussi beaucoup enregistré les choses
s'octroyer du temps en tant que couple. Ah ouais, ce qu'il fait, c'est fort en même temps. Hein. Ouais. Je tiens à le dire. mais il le dit bien, il dit que c'est toujours plus facile après le deuxième et le troisième. C'est ça que tu as enregistré. C'est ça que j'ai enregistré, c'est que pour le deuxième, ça se passe différemment. Ouais. On va plus vite en fait. Le premier, la première année, on n'ose plus bouger, on respire plus. Pour le deuxième, on sait plus ou moins comment ça se passe et on a ce besoin aussi de se retrouver pour tenir la cadence aussi parce que c'est intense. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, quand même, ton objectif, c'est de te dire ne pas m'oublier. Oui. Ça fait partie aussi de ma maternité et j'ai le droit. Oui. C'est dur, hein, moi aussi, je sais que ça a été un truc très compliqué. C'est toujours difficile d'ailleurs. C'est difficile. Mais à quel moment tu as le droit de prendre du temps pour toi et que ça n'a pas d'impact pour ton enfant et comment tu culpabilises pas. Mais là, tu l'envisages de manière sereine. Sereine, et puis je vois en fait tout ce que ça a apporté pour Bao, le moment où moi j'ai commencé à prendre un peu plus de distance, à pouvoir tout simplement la laisser une nuit au papa et moi faire une nuit off. J'ai vu que je revenais avec un smile XXL, avec une maman pumped up et que forcément ça rayonnait sur elle. Et je me suis dit, en fait, j'ai trop tiré sur ma corde, j'ai été trop à cran et ça a impacté finalement. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas pour eux plus tard, quoi. Et finalement, l'opportunité du livre, c'était génial parce que ça t'a permis aussi, t'as dû partir à Paris, t'as dû faire des choses pour toi, qui étaient vraiment ton projet, qui avait rien à voir. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, enfin, je ne saurais l'expliquer, mais c'est tombé au bon moment. C'est tombé au moment où Bao était aussi prête. Et ça m'a permis mon envol un peu et à laisser finalement mon cocon. Et ça m'a fait un bien. Des fois, je suis à Paris et puis je fais, bon, je rajoute un jour, hein, ça se passe bien à la maison. Et oui, tout roule et tout, c'est bon, mon mari me rassure. Donc je prends un jour de plus pour souffler, pour prendre des bains, pour voir les copains, voilà. J'en ai besoin et je reviens, ça fait un bien incroyable. Et est-ce que la première fois où tu as laissé Bao une nuit, tu as réussi à dormir correctement et à lâcher prise? Eh ben oui. Je pensais que non, j'aurais passé une nuit toute pourrie. J'avais des copines qui me disaient « Oh là là, dès que je dors sans lui ou sans elle, c'est l'horreur. » Enfin voilà, finalement, je dors pas mieux. Et ben moi, j'ai très bien dormi et j'étais sereine. Et c'est ça en fait, c'est dès qu'on est serein, ça passe. Donc j'étais sereine, elle était avec son papa. Moi, j'étais à Paris, puis il m'a dit... Alors après, il est très cool. Il va pas m'appeler au moindre truc, il va pas m'angoisser. Il m'appellera que si vraiment elle est vraiment pas bien. Et chose qui n'arrive... Enfin, c'est arrivé une fois où elle a vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Et là où il a bien joué son job, c'est-à-dire qu'il m'a appelé, il m'a dit, tu vois, là, il y a besoin de toi. Mais le reste du temps, il gère. Puis bon, des fois, elle pleurniche, elle me cherche et tout. Il va apaiser ce moment-là. Il a pas besoin de m'en parler pour pas me saturer d'angoisse, quoi. Et par rapport à l'allaitement, t'en es où? Parce que c'était quelque chose qui était vraiment entièrement part de ta maternité. Alors, ça a été très compliqué. On en parle très peu du sevrage du bambin. Oh là là. Ça a été très compliqué pour elle parce que forcément c'est un sevrage qui arrive sur une grossesse, donc il y a pas mal de choses qu'elle a compris avant moi, qu'il y avait quelque chose qui se préparait dans mon corps parce que ça passe au niveau des phéromones de je ne sais quoi. C'est drôle, ils sont trop forts les enfants. Incroyable. Et du coup, il a fallu... les tétées sont devenues très douloureuses et... Ah non, il y a un changement. Hein. On n'est plus sur quelque chose d'hyper agréable, de fusion, de tendresse et tout. On est vraiment dans... Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, dans un repli et cette tendance à repousser l'enfant. Alors, j'ai fait les tétées en mode hyper crispé, les yeux fermés, avec les poings fermés, parce que ça faisait très mal. Et qu'il y a le corps qui protège finalement ce petit bébé qui se met en place. Donc les tétés ont réduit. J'ai sevré ma fille, j'ai réussi à sevrer ma fille. Et ça a duré 1 mois et demi. Et là, à nouveau, elle a retété. Elle avait très mal la nuit, donc elle m'a demandé à retéter. Il n'y a plus de lait. Voilà, on sent que c'est très compliqué pour elle d'arrêter. Voilà, mais je m'adapte à ce dont elle a besoin. Et toi, comment tu l'as vécu ? Disons que vu que les choses ont changé, vu que ça n'est plus du tout agréable, que c'est douloureux, moi, ça a été un soulagement. Voilà, il y a quelque chose, voilà, j'avais fait mon boulot. Ça y est, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Je l'ai allaité le max que je pouvais. Maintenant, voilà, il est temps, elle est grande pour moi dans le sens où, voilà, on peut compléter avec d'autres choses, on n'est même pas d'ailleurs passé sur du lait, on est vraiment sur une alimentation où on fait super attention, mais...
non, j'avais besoin que ça s'arrête. Et ça contribuait quand même à cette fusion qui a perduré et à ces absences que je m'autorisais pas, finalement. L'allaitement m'a un peu freinée là-dessus. Donc, je suis contente que ce soit plus cool. Ça, c'est vrai que c'est très difficile de trouver son équilibre avec l'allaitement. C'est une des composantes, c'est une expérience incroyable, mais c'est vrai que c'est un don de soi, là, pour le coup. C'est pas toujours obligé la maternité, mais sur l'allaitement, c'est en partie quand même ça. Il y a un an, pareil, quand je t'aurais posé cette question, comment tu le voyais ? Non, j'aurais été sur un allaitement. La grossesse n'étant pas prévue si tôt de toute manière. Bon, voilà, c'est arrivé, c'est cool. Hein. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé aller jusqu'aux 3 ans de Bao pour l'allaitement. Et puis sur son écoute, c'est-à-dire si elle avait besoin de téter sur la grossesse, elle aurait tété. Mais voilà, moi il y a ton corps quand même. Mon corps s'est exprimé et j'ai su l'entendre. Su l'entendre et puis ça collait pas forcément avec ce que Bao avait besoin. Donc on a trouvé un terrain d'entente, quoi. Et tu trouves que ça change quelque chose à votre relation ? Oui, ça change quelque chose dans le sens où... Enfin, c'est un peu de la culpabilité, je dirais. Je sais pas comment dire, mais elle a plus besoin de moi. Elle a besoin de moments de qualité plus réguliers. Donc ce qu'on fait, j'ai mis du temps, mais on prend des bains ensemble. On prend des bains, je suis en off, il y a un côté peau à peau qui perdure. On joue, on se lave, machin. Mais il y a... ça, c'est pas... Ça a mis du temps à se mettre en place, cet équilibre qu'il a fallu réajuster parce que l'allaitement étant peau à peau est un moment de... C'est un moment fort en fait d'échange et il a fallu le remplacer par d'autres choses. Et étant enceinte, je ne peux pas la porter. Parce que normalement, on remplace par le portage. Le portage, ça passe bien, on les a contre nous, ils sont trop bien, là je ne peux pas porter. Donc voilà, il a fallu trouver d'autres temps d'échange de qualité et tout aussi tendre. Et comment est-ce que tu évalues la relation aussi que tu as eue avec James au fur et à mesure de tous vos changements dans la parentalité, tout ça ? Est-ce que ça a un impact sur vous en tant que la famille et couple ? C'est hyper intéressant, hein, mais on a mis quand même le couple en pause pendant 1 an, vraiment, hein, soyons honnêtes. Hein, je vais pas raconter des cracks, mais... Il était prêt, moi il me l'a dit, quand Bao est né, il m'a dit « Ah mais je sais, là il y a 1 année, on est off. » Mais c'est l'année où il faut être comme ça parce que finalement un enfant, ça prend du temps et ils en ont besoin. Et après, ça a un peu trop duré. Mais moi je le voyais pas. J'étais dans une fusion avec Bao et forcément cet allaitement qui s'est tiré et qui a commencé à vraiment disparaître a redonné la place à notre couple. On se manquait quoi. On se manquait de moments à nous, de moments de complicité. On n'avait plus, il nous a manqué énormément de complicité. On avait une complicité à 3, à rigoler avec Bao, à faire des choses avec elle, c'est des beaux moments, mais ce truc à 2, de se mater une série, de se manger un truc, d'aller se faire un tour que tous les deux, de passer une nuit tranquille à 2, ça manquait énormément. Et c'est finalement avec tout ce cheminement que ça s'est mis en place, c'est les 2 ans, les fameux 2 ans, voilà. Et tu pourrais envisager aujourd'hui de partir un week-end juste avec James ? Oui. Ça vous fait pas peur ? Non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que on a mes parents qui peuvent complètement la garder. Non, ça me fait pas peur du tout. Et tu sens que là vous en avez peut-être besoin avant que le deuxième arrive ou c'est pas encore quelque chose qui vous... C'est pas franchement un truc qu'on arrive tous les soirs finalement maintenant à se retrouver, malgré le boulot. Mais là, les priorités quand on s'absente, c'est vraiment le travail et on rush au niveau du travail tout simplement pour pouvoir après s'occuper des enfants. Ouais, c'est vrai, moi je crois que nous on est dans la même situation. Comme on part très souvent en déplacement, quand on est là, on a du mal à se dire on va repartir que pour nous deux alors qu'on lui a déjà enlevé du temps de nous en étant pour le travail. C'est dur, hein, quand on est... Ouais, l'équilibre est un peu dur. Mais on voit, nous, juste regarder une série le soir et manger des sucreries devant la télé, ça nous fait un bien de fou. Déjà, c'est trop bien. Voilà, donc après, notre jauge, elle est remplie et puis il n'y a pas besoin forcément de plus. Si on termine, ça t'a apporté quoi d'écrire un livre ? Ça m'a permis de partager.
ce qui a motivé finalement toute l'écriture du livre. C'est passer ce que moi on m'avait apporté au travers des réseaux sociaux, de ces comptes que j'avais trouvés, de tout ce que j'ai appris, le portage, l'allaitement, tout ça, moi je l'ai appris finalement à la naissance de Bao au travers de maman qui le faisait, qui avait l'air super en phase avec ce qu'elle ressentait. Donc j'ai puisé chez elle et j'avais besoin de le poser dans un livre, que ça soit mon expérience professionnelle et de maman, ce mélange, de le poser et de pouvoir le laisser à disposition des parents, tout simplement. Donc c'était vraiment une histoire de partage. Et tu as eu la sensation que ça t'a demandé un travail d'introspection de faire ce livre ? C'est un prolongement de ce que je fais déjà sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas forcément eu tout ça. C'est vraiment un véritable... il y a beaucoup de choses qui sont dans ce livre. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux au quotidien. Donc, pas véritablement d'introspection. La fierté ? Fierté, oui. Mais c'est surtout fierté de toute cette communauté, tout cet amour qui m'est renvoyé en pleine tête, quoi, auquel je m'attendais pas du tout. C'est sûr que comme tu vis à Mimizan, loin de tout le bouillon de la ville et des gens, tu le vois moins au quotidien, quoi. On t'arrête pas dans la rue, là. Non. Merci pour ce que vous faites. Pas du tout, non. Mais quand tu fais les rencontres, donc c'est ce que tu as commencé à faire pour le livre, t'es surprise de voir qu'il y a du monde ou autant qui vient ? C'est juste hallucinant de voir... je me rends vraiment là où on vit, là où on est, au milieu de nulle part et dans une toute petite ville l'hiver, on se rend pas compte. Les réseaux sociaux, ça reste que virtuel, ça reste quelque chose que quand j'étais à mon téléphone, les choses n'existent plus. Quand je vais à la rencontre des gens, c'est juste waouh, mais je suis hyper surprise de tout cet élan, de tout cette... moi, j'appelle ça de l'amour, vraiment, qui me revient. Je fais waouh, mais c'est incroyable, quoi. Non, c'est vraiment surprenant. Et c'est quoi les projets pour 2020 ? Alors déjà, bébé numéro 2, s'en occuper. Ouais, c'est un petit projet. Réfléchir à des projets d'écriture encore, voilà. J'aimerais bien écrire, continuer à partager sur d'autres sujets. Et puis voilà. Tu sens en fait que ton activité, elle a un peu shifté, enfin elle évolue au fur et à mesure du temps, là. Elle évolue, elle se construit aussi, c'est plus solide dans le sens où je commence à voir vers là où j'ai envie de partir. C'est vraiment dans ce partage, dans cet échange qui dépasse finalement les réseaux sociaux, qui passe du virtuel au réel. Et c'est vraiment dans ça que je fonce, c'est le réel, là, le concret, le terrain. Donc ça veut dire plus de rencontres, plus d'ateliers, de conférences. Exactement. Donc ça c'est chouette pour les gens, ils vont pouvoir commencer à venir. Cool. Donc tu vas faire un petit tour de France, ça va être... Ouais, il va falloir. Avec tes bébés. Avec mes bébés sous le bras. Allez, zou. Non, voilà, oui, il y a des rencontres de prévues, il y a beaucoup de choses dans le dur qui sont à venir. Voilà, si j'ai une dernière question. Est-ce que tu t'es dit, les 3 premiers mois, je fais rien une fois que j'aurai mon bébé, ou tu t'es mis une notion de temps, ou tu t'es dit, je verrai ? Je verrai parce que je pense que je suis dans un fantasme encore en me disant ouais bon ok le premier mois je vais lever le pied et tout, le postpartum, mais après je reviens dans le game. Je pense que je suis dans une utopie totale, je le sais parce que je l'ai vécu, mais après je me dis enfant numéro 2, point d'interrogation. Peut-être qu'on a des ressources cachées, un besoin de se carapater plus présent. Je ne sais pas, mais je me dis que c'est possible. Donc j'ai booké le premier mois de la naissance, j'ai fait là je suis off. Après, c'est que des petits points d'interrogation. Je me laisse la possibilité de pouvoir bosser. Mais bon, je pense que vraiment, c'est utopique. Tu sais quoi, on se donne rendez-vous dans 1 an et on verra comment ça s'est passé. Ça te va ? Ça me va. À dans 1 an, alors. Merci beaucoup, Marie. C'était Marie Cao, auteure du Grand Guide des signes avec bébé. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Nous sommes @lamatrescence sur Instagram ou sur Facebook. Je vais moins sur Facebook que sur Instagram, je le dis. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre 5 étoiles ou à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Ça nous aide beaucoup. Merci, à la semaine prochaine.